Donc on va recevoir les conclusions d'Hugues Dumont, qu'on va évidemment d'abord très chaleureusement remercier, parce que il a accepté quelque chose que personnellement je n'aurais pas accepté, et que plusieurs dans la salle sans doute n'auraient pas accepté, de prendre au pied levé, enfin d'accepter au pied levé cette mission de conclure. Alors Hugues Dumont, il est beaucoup de choses, mais notamment il enseigne le droit constitutionnel à l'UC Louvain Saint-Louis. Il a été vice-recteur de cette institution. Il est fondateur de son centre de recherche, le Centre interdisciplinaire de recherche en droit constitutionnel et administratif, et a une longue bibliographie, notamment en théorie du droit, théorie de l'État, droit institutionnel et droit institutionnel aussi de l'Union européenne, qui sont ses spécialités. Donc on remercie très chaleureusement Hugues Dumont. En arrivant à ce colloque, quelqu'un m'avait dit que le programme était très intéressant, mais il y avait quand même le regret que Hugues Dumont ne fasse pas la conclusion, puisque ça devenait rare. Les colloques en Belgique, Hugues Dumont ne conclut pas. Et donc voilà, grâce à une absence, on va pouvoir aussi t'écouter, Hugues, là-dessus. Merci, Mathias. Donc c'est vrai que je n'ai pas passé une très bonne nuit, puisque Céline m'a demandé de remplacer l'orateur éminent au pied levé. Donc je vous prie de m'excuser à l'avance pour le caractère forcément un peu improvisé et sans doute superficiel de ces conclusions. Mais voilà, je les livre à votre écoute, puisqu'il n'y aura plus de questions, mais enfin, on pouvait certainement m'en poser pendant le drink. Alors, je voudrais structurer ces conclusions. Donc, mon souci, mon ambition, c'est quand même de proposer un certain nombre de réflexions transversales, qui prennent en compte, autant que possible, la plupart des interventions qu'on a entendues pendant ces 2 journées. Je ne vais évidemment pas citer tous les orateurs, donc je m'excuse à l'avance pour ceux dont je ne citerai pas le nom, mais enfin, j'ai quand même essayé de brasser le plus large possible. 6 points. Premier point, la définition de la confiance, l'inévitable question de la définition. Il y a ici un jeune passionné de philosophie analytique. Il faudrait peut-être lui demander de nous aider à mettre au point un certain nombre de concepts assez proches les uns des autres: confiance, autorité, légitimité et démocratie. Donc, premier point. Deuxième point, je vais évidemment souligner la dimension sociopolitique de ce concept. Nous avons là le plaisir d'avoir participé à un colloque franchement interdisciplinaire qui a donné la parole à des juristes confirmés, il y a des politistes confirmés. Donc je vais évoquer tout de même l'approche sociopolitique dans un second temps. Troisième temps, je vais insister, ce n'est qu'un rappel, sur la dimension relationnelle et profondément multidimensionnelle de ce concept de confiance. Quatrième point, je vais très brièvement souligner le caractère paradoxal, profondément paradoxal de ce concept, confiance et méfiance étant totalement reliés l'un à l'autre. Et ce n'est que dans un 5e point que j'évoquerai la dimension proprement juridique de la confiance. Et dans la foulée, un 6e point traitera de la question du niveau optimal sur lequel il faut idéalement énoncer les règles qui concernent cette confiance, soit qui la présument, soit qui sont favorables à son instauration. Voilà le plan. Premier point, donc, définition de la confiance. Alors, bon, il y a plusieurs définitions, j'entends bien, mais j'ai quand même été assez séduit par la proposition que Céline et Léna nous ont fait au tout début. Donc, je rafraîchis votre mémoire, parce que c'est une définition à laquelle, manifestement, ce duo de choc a réfléchi profondément. Il y a là des heures et des heures de travail, donc chaque mot compte. Bon, donc voilà, si j'ai bien pris note, un état cognitif et motivationnel, mélange donc de rationalité et de sentiment, de la part du trustor, qui s'engagent dans une relation sociale avec d'autres, les trustees, qu'il s'agisse de personnes ou d'institutions,
et ce, sur la base de l'espérance que la dite personne ou la dite institution tiendra ses engagements, étant entendu que la personne en qui l'on place sa confiance dispose d'un certain degré de liberté pour réaliser les attentes du trustor. Donc, on a là très clairement, au fond, un essai de définition transdisciplinaire. Donc, on a travaillé de manière interdisciplinaire, mais avec, au tout début, une proposition de définition transdisciplinaire. Ce qui est toujours assez audacieux, d'ailleurs. La transdisciplinarité, on s'en méfie. L'interdisciplinarité, c'est quand même plus rassurant. Mais voilà, merci à Céline et Léna de nous proposer cette définition. Donc c'est bien une attente que différents acteurs sont susceptibles d'avoir vis-à-vis de la conduite d'autres acteurs, compte tenu de l'information partielle qu'ils détiennent et qu'ils estiment suffisante. Et cette relation, elle est nécessairement teintée de vulnérabilité. Celui qui place sa confiance dans une autre personne ou dans une institution est vulnérable, est susceptible d'être déçu, de ne pas voir ses attentes rencontrées. Deuxième point, c'est donc un concept qui a en tout cas une pertinence sur le plan sociopolitique, en sciences politiques. Et donc là, je me réfère évidemment à l'excellent exposé de Jean-Benoît Pillet, qui nous disait ce matin « Un minimum de confiance politique est indispensable comme soubassement du système politique. Et ce minimum de confiance politique, il en trouve la théorisation dans l'approche de David Easton, une approche donc résolument fonctionnaliste, c'est l'idée du soutien diffus. Le soutien diffus qui se construit, il insiste beaucoup sur cette dimension diachronique, ce soutien diffus se construit sur le long terme. Et je voudrais ajouter une référence à la contribution de Nelly Demireva, qui nous a parlé des sociétés traversées par un clivage de type ethnique. Je pense que la confiance renvoie à un minimum de soutien politique dans un système politique et dans une société un tant soit peu inclusive. Il y a des discriminations dans des sociétés qui rendent la confiance impossible de la part de minorités. Alors, une question que ne pose pas du tout Jean-Benoît Pillet, c'est de quel système politique parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit d'un système politique national? Beaucoup d'études sur la confiance présupposent l'existence d'un système politique national. Alors pour nous, Belges, vivant dans un État fédéral qui ne se dit pas plurinational, mais qui est fondamentalement plurinational, la question est toujours présente à l'esprit. Mais heureusement, on a abordé la question de la confiance dans des systèmes politiques non nationaux. C'est évidemment tout l'intérêt de l'exposé de Patricia Popelier, qui a évoqué la question de la confiance à l'échelle des systèmes fédéraux. Et elle a englobé d'ailleurs dans sa construction de la notion de système politique fédéral l'Union européenne qui a retenu notre attention à Cécilia Riscala et moi-même. Alors, Patricia Popelier nous dit que les structures sociales déterminent les structures politiques et elle insiste beaucoup sur l'importance de la confiance entre les élites politiques dans les systèmes fédéraux à plusieurs niveaux. Alors je crois que c'est fondamentalement exact, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou dans un cadre comme la Belgique. J'ai cru comprendre que Céline et Léna envisagent dans leur tableau des différents cercles de la confiance au niveau le plus ultime, laisse entendre, ou en tout cas elle se pose la question de savoir si ce soutien minimal, cette confiance minimale ne nécessite pas une forme d'appartenance à une nation.
une forme d'identité nationale. Bon. Alors évidemment, cela rend impossible la confiance dans l'Union européenne, et cela rend sans doute impossible la confiance dans un État comme le nôtre. Donc je ne crois pas que le sentiment d'appartenance à quelque chose comme une nation est indispensable pour soutenir la confiance. Mais on peut en discuter. Par contre, une certaine loyauté fédérale est incontournable. Alors j'étais un peu étonné, je ne sais pas si Patricia est encore là, que Patricia Popelier nous disait la loyauté fédérale, à la suite d'une question qui lui a été posée ce matin, ça n'implique pas un rapport de confiance. Ça implique essentiellement des obligations de coopération. Oui, mais enfin je pense qu'on coopère mieux quand on est loyal. Les partenaires d'une coopération parfois forcée et contrainte par la loi spéciale de 1880, par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ces partenaires travaillent mieux, me semble-t-il, dans ce fédéralisme coopératif quand ils sont animés par ce minimum de relations de confiance. Confiance entre les élites politiques, sur laquelle Patricia Popelier insistait. Alors, cela dit, je reviens à l'exposé absolument passionnant de Jean-Benoît Pilet, mais qui, je pense, supposait un système politique national. Donc, partant de cette présupposition, je rappelle ce qu'il nous a appris, à savoir que les juristes doivent être extrêmement modestes, parce que, on pouvait bien le deviner, la confiance ne se décrète pas, et c'est surtout les politologues qui sont outillés pour examiner les facteurs qui déterminent de facto la confiance. Et donc là, il a été très très clair, les institutions représentatives ont peu de prise sur la création de la confiance. C'est surtout le contenu des décisions, donc les performances de nos élus et de nos gouvernants, qui pèsent le plus sur la confiance. Donc c'est plus le contenu des décisions que le mode de décision. Et c'est toujours dur à entendre, mais il faut l'entendre, les institutions représentatives sont celles qui génèrent le moins de confiance. En tout cas, ce ne sont pas celles qui génèrent le plus de confiance. Mais alors, il nous met sur la piste que Céline et Léna avaient déjà envisagé au tout début de la contribution hier, à savoir que la démocratie participative, pour autant qu'elle soit bien conçue, on va y revenir, est tout de même potentiellement vectrice de confiance. Et donc les deux formules qui semblent les plus appréciées au terme des enquêtes sociologiques dont il nous a livré la substance, c'est que les élus décident tout de même, mais sur la base d'un travail d'experts en amont. Ou bien, deuxième formule qui semble recueillir un soutien de la part des personnes qui ont été ciblées dans ces enquêtes, un débat parlementaire a lieu, toutes les raisons d'appuyer telle ou telle proposition sont fournies, et puis un référendum en aval vient ratifier la proposition. Alors ça, je trouve ça tout à fait intéressant parce que c'est un peu paradoxal avec ce qu'il nous avait dit juste avant, à savoir que les institutions représentatives sont celles qui ne sont pas celles qui génèrent le plus de confiance. C'est ce qu'il nous a dit. Oui, mais donc ça veut quand même dire que les institutions représentatives sont créditées d'un certain rapport de confiance, pour autant que le travail de la démocratie représentative soit couplé, soit articulé avec des mécanismes de démocratie participative, en particulier le référendum ou les commissions délibératives de citoyens tirés au sort. Donc je trouvais ça tout à fait passionnant, et donc c'est la raison pour laquelle je me suis permis de rafraîchir vos mémoires, à supposer que vous ne l'ayez pas gardé en tête. Et donc, c'est ce sur quoi je vais me limiter en ce qui concerne mon second point, donc la confiance en tant que concept sociopolitique. Troisième point, c'est un concept fondamentalement relationnel et
multidimensionnelle, avec une dimension verticale et une dimension horizontale, mais chacune de ces dimensions se démultiplie elle-même. Dans la dimension verticale, la confiance est une relation entre le citoyen et le système politique globalement, entre le citoyen et telle ou telle institution. Il ne faut surtout pas, disait Émile Van Haute, globaliser les institutions. Non, chaque institution a sa particularité. Vis-à-vis de chacune, le citoyen peut avoir telle ou telle attente. Et il y a bien sûr aussi un rapport de confiance que l'on a ou que l'on n'a pas à l'égard des membres des institutions. Je peux avoir confiance ou pas dans le Parlement. La question est aussi de savoir si j'ai confiance dans tel député ou dans tel ministre. Bon. Et cette confiance verticale, on a tendance à l'aborder surtout bottom-up, du citoyen vers le système politique, les institutions ou les membres des institutions, mais plusieurs intervenants, Émilie Van Haute, Jean-François Kerléo, ont insisté sur l'importance d'un rapport de confiance nourri par les institutions elles-mêmes vis-à-vis des citoyens. Et il y a là souvent un déficit. D'une certaine manière, dans un certain nombre de cas, il faut bien constater une forme de défiance des gouvernants vis-à-vis des citoyens, ce qui nuit évidemment au développement des procédures de démocratie participative. Et puis il y a la dimension horizontale. Ce sont les rapports que les citoyens nourrissent entre eux. Ce sont aussi les rapports que les États entretiennent les uns avec les autres, dans le cadre de l'Union européenne en particulier. Et cette horizontalité, il me semble qu'elle devrait être nuancée, corrigée, parce que, évidemment, dans ces relations soi-disant horizontales entre citoyens, il y a des pouvoirs économiques privés qui pèsent lourd. On a parlé des réseaux sociaux qui sont vecteurs de rapports de méfiance proprement mortifères, catastrophiques. Mais derrière ces réseaux sociaux, il y a des pouvoirs économiques privés. Et donc là, il y a évidemment un travail gigantesque de régulation qui doit sans doute s'articuler avec le respect de la liberté d'expression. Vaste difficulté. Quatrième point, un concept paradoxal. Alors là, on l'a dit 10 fois, 20 fois, excusez-moi, je vais le répéter. La confiance positive ne peut pas être confondue avec ce qu'on a appelé la confiance négative. Je crois que c'est Céline qui avait employé cette expression. La confiance négative, c'est la confiance aveugle. Les Français qui ont éprouvé un rapport de confiance aveugle à l'égard du maréchal Pétain se sont rapprochés de l'abîme. C'était un rapport de confiance aveugle. Donc, nous devons valoriser un mélange de confiance et de vigilance. Martin Laughlin disait « le distrust garantit la liberté ». Donc là, on est devant un héritage du libéralisme politique absolument incontournable. Une certaine dose de méfiance s'impose. Donc il n'y a pas de vie politique et sociale saine sans cette confiance positive, mais c'est une confiance paradoxale qui doit assumer un rapport simultané de méfiance bien comprise. Et Céline et Helena le disaient dans une de leurs interventions, le droit constitutionnel doit chercher à instaurer la confiance dans des relations de méfiance. Oui. C'est pas ce que la théorie analytique peut dire à ce sujet. Oui, certainement, voilà. Mais voilà, moi je trouve ça pertinent. Je trouve ça pertinent. Je m'excuse, c'est une private joke. Je commence à prendre de l'âge et je prends un peu de liberté comme ça à l'égard d'un jeune passionné par la théorie analytique du droit et je lui dis tout le mal que je pense de la théorie analytique du droit. C'est ridicule, j'aurais jamais dû me laisser aller. Voilà. Cette théorie est utile et on compte sur vous pour éclairer nos lanternes. Cinquième point, un concept juridique. J'y arrive enfin. Ce colloque a été initié par des juristes qui se sont dit, bon, ben, la confiance
Oui, on la connaît bien, elle est au cœur de la définition même du régime parlementaire, mais c'est bien plus que cela. Et il faut vraiment les remercier d'avoir embrassé ce concept pour lui donner toute son épaisseur. Alors, on est bien d'accord, la confiance ne se décrète pas, mais il y a des conditions juridiques qui peuvent soit la favoriser, soit la présumer. Alors, tout d'abord, il y a des conditions juridiques qui présument la confiance. Cécilia Riscala et Patricia Popelier ce matin, qui a un tout petit peu répété ce que Cécilia Riscala avait dit. Cécilia Riscala et Patricia Popelier ont rappelé que la règle juridique de la confiance mutuelle entre États membres dans l'Union européenne est tout à fait fondamentale. L'Union européenne ne peut pas fonctionner sans le respect de ce principe de confiance mutuelle. Alors c'est une présomption imposée, imposée en particulier par la jurisprudence de la Cour de justice et renversable à des conditions restrictives qu'il ne faut pas pousser trop loin, sinon tout s'effondre. Donc voilà un exemple évidemment de juridicisation de la confiance. On a là un concept qui est proprement juridique. Et bien sûr, il en va de même pour la confiance dans le cœur du régime parlementaire. Le cœur du régime parlementaire, ce sont des ministres responsables devant le gouvernement, et il y a tout un système de motion de confiance, de motion de méfiance, qui est institué par différentes règles de droit. Et là, c'est tout l'intérêt, évidemment, des exposés que l'on a entendus cet après-midi, qui soulignent le grand nombre d'angles morts qui régissent ces rapports de confiance au cœur du régime parlementaire. Il y a des angles morts. Et évidemment, quand on élargit la question de la responsabilité politique en l'abordant de manière diachronique et en se projetant vers le futur, vers la question de nos responsabilités vis-à-vis des générations futures, comme Céline l'a fait dans sa dernière intervention, alors là, les questions sont abyssales et le travail reste très largement à réaliser. Alors, il y a aussi place pour une approche juridique très étoffée, qui consiste à identifier des conditions juridiquement formalisables, favorables à l'instauration de relations de confiance entre les différents acteurs que j'ai identifiés. Alors, quelles sont ces conditions juridiques favorables à la confiance? J'en épingle 6, rapidement. Tout d'abord, la lisibilité. La lisibilité des règles et des documents. C'est le gros problème de l'Union européenne, je ne l'ai pas caché hier. L'Union européenne a un déficit de lisibilité qui lui est pratiquement consubstantiel, qui est probablement impossible à éliminer. On peut tout de même améliorer les choses, je vous l'ai dit, et je n'y reviens pas. Alors cette idée de lisibilité est intéressante parce que on l'a régulièrement confrontée avec la règle de la transparence. Alors, je vous rappelle la distinction que je faisais hier avec Rosan Vallon. Il y a une utopie de la transparence, il y a une idéologie de la transparence, et il y a enfin des usages instrumentaux raisonnables de la transparence. C'est évidemment ceux-là qu'il faut privilégier. Mais la transparence, sans la lisibilité, est un leurre. Et c'est ce que Jean-François Kerléo nous a dit, et aussi d'ailleurs hier Émilie Van Hout, qui parlait de la transparence des comptes des partis politiques. Donc évidemment, la question de la lisibilité, elle est fondamentale, sinon la transparence est un alibi. Est un alibi qui peut finalement plus générer de la méfiance qu'autre chose. Deuxième condition juridique favorable à la confiance, ce sont évidemment des règles de reddition des comptes, au-delà des contrôles propres au régime parlementaire. Et il y a là toute une série de procédures que l'on a rencontrées et qui doivent chaque fois être examinées en termes de faisabilité et de légitimité. C'est le thème de l'accountability, bien évidemment. Troisième condition juridique favorable à la confiance, c'est la réactivité.
des institutions politiques, des règles de démocratie participative, j'y reviens, peuvent contribuer à cette réactivité, pour autant que la relation de confiance se mutualise. Il faut que les gouvernants eux-mêmes aient suffisamment confiance dans les gouvernés pour utiliser ces procédures de démocratie participative à bon escient. Quatrième condition juridique favorable à l'instauration des relations de confiance, qui a été très régulièrement évoquée, évidemment, ce sont toutes ces garanties d'intégrité, d'exemplarité. J'aimais beaucoup la définition de Éric Buge. L'exemplarité, c'est quoi sur le plan juridique? Ce sont toute une série de règles juridiques, de contrôle et de sanctions incitant à la vertu des gouvernants. Alors, cher Éric Buge, on en a parlé hier au dîner. C'est vrai, cette idée de vertu, un petit côté comme ça, anachronique, mais elle mérite tout à fait de revenir à l'avant. Et vous la définissez comme cette forme de désintéressement au profit de l'intérêt général. Il y a aussi, bien sûr, des règles de disponibilité sur lesquelles Céline et Elena ont insisté hier. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces garanties d'intégrité, d'exemplarité, doivent être étoffées en restant dans le raisonnable, comme toujours. Trop de transparence tue la transparence, et trop d'exigences d'intégrité ou d'exemplarité pourraient se révéler finalement avec des effets pervers. Ce qui est sûr, c'est que le droit encadre plus les élus que les gouvernements, a insisté Jean-François Kerléo, et donc là, il y a des lacunes à combler. Et j'ai souligné hier toute une série de déficiences en ce qui concerne les garanties d'intégrité et d'exemplarité à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle de l'ensemble des institutions de l'Union européenne. J'ai dit avec insistance combien la mollesse de la réaction du Parlement européen au scandale du Qatargate a été un vecteur de méfiance tout à fait catastrophique pour l'opinion publique. Cinquième condition juridique favorable à l'instauration de relations de confiance que j'ai pu épingler, ce sont évidemment des règles de déontologie. On est proche évidemment des garanties d'intégrité et d'exemplarité, mais tout l'intérêt de l'exposé de Kuhnmeul hier, c'est de montrer que ces règles de déontologie doivent se concilier avec la séparation des pouvoirs, et il nous a recommandé l'exemple néerlandais qui consiste à faire intervenir une commission d'experts et à soumettre les conclusions de ces experts, par hypothèse lestée d'une certaine autorité, par les élus pour qu'ils s'imposent à eux-mêmes ces règles de déontologie et qu'ils les appliquent. Et enfin, sixième et dernière condition propice à l'établissement de relations de confiance, last but not least, le respect de l'état de droit, sur lesquels Raquel Barados hier avait insisté et sur lesquels Frédéric Bouron est revenu amplement ce matin. Avec cette précision que j'ai beaucoup appréciée, que les droits fondamentaux, ils doivent faire l'objet d'un enseignement. Ils doivent aussi, tu connais peut-être Frédéric, l'article que j'ai publié avec Isabelle Haché dans la revue belge Droit constitutionnel, où je préconise quand même une forme d'appropriation démocratique des droits fondamentaux tels qu'ils sont de plus en plus largement construits par des juridictions. Je pense que si on laisse les juridictions construire tout le droit des droits de l'homme sans une forme de réappropriation par les élus, ces droits vont perdre leur légitimité. Mais c'est clair, j'entends tout à fait ton argument, le respect de l'état de droit et des droits de l'homme sont vecteurs de confiance, même si, à certains égards, mal compris, ils peuvent engendrer un rapport de méfiance. Voilà mon cinquième point, qui était évidemment un peu plus développé, puisque c'est l'approche juridique. Le sixième point, je vais très vite, avec simplement une question qu'on a rencontrée régulièrement. À quel niveau, dans la hiérarchie des normes, faut-il placer ces règles de droit?
Est-ce que c'est au niveau de la Constitution? Est-ce que c'est au niveau des Constitutional Conventions dont nous ont parlé nos collègues britanniques, ou même des doctrines, hein, selon Lord Norton? Est-ce que l'on doit se contenter des règlements d'assemblée qui constituent une autre source et qui s'imposent même à certains égards, comme faire les règles de déontologie dont parlait Kuhnmöhl, ou faut-il des lois? Et voilà. Donc là, il y a toute une série de questions qui ont été posées sur lesquelles il conviendrait peut-être de revenir. C'est aussi une question qu'on doit se poser quand on entend Mathias et Julien développer les angles morts de la responsabilité politique et de la combinaison entre responsabilité individuelle et responsabilité collective. Jusqu'où ces angles morts doivent-ils être comblés par une intervention au niveau de la Constitution? Voilà mes 6 points, et je fais la conclusion de la conclusion, et puis vous pouvez vraiment vous reposer. Il y a encore du travail. Bon, ben ça, c'est le lot des meilleurs colloques, c'est le lot des meilleures thèses de doctorat. Alors, il y a un travail conceptuel, légitimité, autorité, démocratie, confiance. C'est un des soucis qui honore le travail de Céline. Elle rappelait Ricoeur, la domination rationnelle légale, Max Weber, ne suffit pas. Il y a une part de croyance dans une forme de légitimité des pouvoirs publics. Alors je dirais pour ma part, mais ça n'est sûrement pas satisfaisant aux yeux de Céline, qui est très exigeante sur le plan de la clarté conceptuelle, et je lui rends hommage. Enfin, je dirais, de manière un peu trop simple, que la confiance, c'est finalement un élément, une composante, mais seulement un élément, seulement une composante incontournable dont dépend la légitimité, l'autorité et l'efficacité des pouvoirs publics en démocratie. Alors ça ne signifie pas que démocratie et confiance c'est la même chose. Je reviens à David Easton. Le même David Easton développe une théorie de la démocratie qui s'accommode parfaitement d'un taux très élevé d'apathie. Alors c'est quoi? C'est une démocratie qui se satisfait d'un taux très élevé d'apathie dans l'ensemble des citoyens. On n'est pas à la hauteur de l'exigence démocratique. Pour reprendre Ricoeur, la démocratie, c'est le régime dans lequel la participation effective d'un nombre toujours plus grand de citoyens est associée à la décision. Donc, ne mêlons pas démocratie et confiance, mais voyons la confiance comme une composante incontournable dont dépend la légitimité, l'autorité au sens de Hannah Arendt et l'efficacité des pouvoirs publics en démocratie. Un travail conceptuel et aussi un travail d'imagination institutionnelle, notamment pour se projeter dans le futur et justifier la confiance que les générations futures devraient avoir en nous. Et là, évidemment, tout le travail de Céline et l'engagement politique de Céline est absolument magnifique. Il faut la féliciter. Et ce sera mon dernier mot. Je suis bientôt à la fin de ma carrière et je peux vous dire que je suis émerveillé par la jeune génération qui me succède. Quelle fraîcheur, quelle force. Vous travaillez de manière interdisciplinaire avec le souci de rigueur juridique et vous assumez aussi pleinement vos responsabilités sociales. On vous félicite.